Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nouvelle édition spéciale en direct en votre compagnie. Je vous le rappelle, aujourd'hui nous sommes le 11 septembre 2022, une date qui a marqué les esprits, mais également l'histoire, notre histoire contemporaine. Le 11 septembre 2001, cela fait 21 ans, jour pour jour, les États-Unis ont été frappés par l'attaque la plus meurtrière de leur histoire, visant les fameuses tours jumelles du World Trade Center au cœur de Manhattan. On s'en souvient, les images étaient saisissantes. Ce fut un choc pour le monde entier. On s'en souvient aussi. Ces événements du 11 septembre vont par la suite changer la face du monde, un véritable tournant dans notre histoire contemporaine. Qu'est-ce qu'a apporté le 11 septembre 2001? En quoi consistent ces grands bouleversements? Quelle lecture peut-on faire également de la politique étrangère américaine ces 20 dernières années? Eh bien, on en débattra ce soir avec nos invités. Pascal Lepotremin, bonsoir. Bonsoir. Docteur en histoire, spécialiste des conflits contemporains. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Je citerai entre autres le dernier avec pour titre Géopolitique de l'eau, l'or bleu et ses enjeux entre perspectives, crise et tension, paru en 2020. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et de Ramallah, en Cisjordanie occupée, on a le plaisir d'avoir avec nous Amjad Chihab. Bonsoir. Bonsoir. Politologue spécialiste en relations internationales. Pour commencer, Pascal Lepotremin, 21 ans après les attentats du 11 septembre 2001, que retenir de cette date? On peut dire qu'il y a eu un avant 11 septembre 2001 et un après. Pascal Lepotremin, on a du mal à vous entendre. On va régler ce problème technique dans un petit moment. Amjad Chihab, je vais vous demander que retenir de cette date du 11 septembre 2001, vous en tant qu'observateur. Et 20 ans après cet accident, on retient beaucoup de choses. C'est un événement douloureux qui a changé beaucoup de choses dans le monde. Il a changé le règlement de monter dans les avions, les mesures de sécurité, les misères qui a suivi aussi ces attaques de 11 septembre, surtout l'occupation d'Afghanistan, l'occupation de l'Irak, et la montée de l'islam fui contre les musulmans, les ambiguïtés et qu'on retient toujours, surtout les contradictions. Il y a beaucoup, le monde a changé complètement par rapport au tiers monde et par rapport aussi dans le monde arabe et islamique. L'image des musulmans, l'image des Arabes en Occident a complètement changé par rapport avant ou après l'accident. On retient aussi la montée de l'extrême droite, surtout dans beaucoup de pays, et surtout aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de choses ont changé et il y a beaucoup de contradictions. Il y a aussi dans les relations internationales, on s'impose les théories de réalisme nouveau dans les relations internationales. On retient juste la force et les intérêts et sous les droits des êtres humains, sur le droit de haute détermination, sur les intérêts économiques. Et on voit un autre monde plus localisé sur des intérêts de certains États contre le message universel Oui. de Nations Unies. Et beaucoup de choses ont changé. Comment les États-Unis est allé faire la guerre contre l'Afghanistan sans prendre le feu vert de Nations Unies. Ils sont allés occuper l'Irak sans avoir le feu vert de Nations Unies. Et tout ça sous prétexte que les États-Unis étaient attaqués, donc et tout était permis
Et on a Alors remarqué Ziad que les Amjed, on va Américains, revenir justement sur ce slogan donc adopté par les États-Unis. Il y a eu, vous l'avez dit, de grands changements, de grands bouleversements suscités par ces attentats du 11 septembre 2001. Pascal Le Potrema, vous êtes avec nous? J'espère que vous Très m'entendez. bien, on vous entend parfaitement bien. Donc si on devait se pencher sur la politique étrangère américaine, on peut dire qu'il y avait un avant 11 septembre 2001 et un après. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a bien là un pays qui, depuis son existence, est resté toujours focalisé sur la préservation de, je dirais, son leadership, coûte que coûte. Et puis, ça se doublait aussi d'un sentiment très fort d'avoir un pays qui était considéré comme une sorte de zone sanctuaire, c'est-à-dire intouchable, inaccessible. Et c'est vrai que l'attentat ou les attentats du 11 septembre 2001 ont fait voler en éclats cette certitude et ont aussi, à l'intérieur même de l'administration américaine, fait prendre conscience que les services de renseignement avaient été, disons, dépassés par la technocratie, c'est-à-dire qu'il y avait eu une mauvaise gestion des informations, une très mauvaise gestion de l'anticipation. Et puis, évidemment, d'un point de vue politique, ça a été un élément moteur pour, je dirais, les faucons de Washington qui ont trouvé là l'occasion rêvée de passer à l'action pour justement réaffirmer, réamorcer une dynamique de consolidation d'un leadership qui était un peu bousculé dans un monde qui n'était plus binaire mais multipolaire. Alors justement, Pascal Le Potrema, sur ce slogan, sur cette politique de lutte antiterroriste adoptée par les États-Unis à l'époque, on le sait, les États-Unis avaient pour objectif de venir à bout du terrorisme dans le monde, il faut le rappeler. J'aimerais revenir avec vous, Pascal Le Potrema, sur cette politique antiterroriste des États-Unis et ce qu'il incarnait à l'époque, c'est-à-dire le Patriot Act, cette loi qui a été d'ailleurs votée dans les semaines qui ont suivi les attentats. Quelles étaient les conséquences de l'adoption de cette loi à l'époque? Eh bien, les conséquences, je serais tenté de vous dire que on les a observées non seulement aux États-Unis, mais dans le monde occidental et même extra-occidental, c'est-à-dire qu'on a vu s'amorcer une Oui. véritable révolution des politiques de sécurité intérieure. C'est-à-dire qu'on a eu une sorte de course en avant pour se dire, bon, mais à l'avenir, il faut absolument préserver le pays, mais ça passe aussi, on sait ô combien c'est un sujet qui est au cœur des réflexions des politologues, des géopoliticiens également, c'est-à-dire que ça passe aussi par une espèce d'atténuation des libertés individuelles au nom de la sécurité collective. Et Oui. ça, c'est passé aussi par l'accentuation de l'informatisation, l'automatisation, le suivi, le filtrage d'un certain nombre de personnes, des communications, les fax, les téléphones, maintenant Internet. Donc vous voyez, ce sont 20 ans de montée en puissance des politiques de sécurité intérieure avec quand même une atténuation, il faut quand même bien le reconnaître, des libertés individuelles. Très bien. Donc, les libertés individuelles, cela, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur des États-Unis, à l'extérieur. On l'a vu, Ziad Amjed, vous avez parlé justement on va dire, d'invasion, celle de l'Irak, celle de l'Afghanistan. Il y a eu également d'autres impacts, d'autres conséquences qu'on pourrait également citer, Monsieur Amjed. oui, il faut rappeler qu'à mon avis, que les États-Unis cherchaient un prétexte et la lutte anti-terrorisme. Et on se souvient très bien la rencontre avec le président Reagan, avec les chefs de Moudjahidine afghans, chez lui à la Maison Blanche, tous les pays de Golfe et les États-Unis. Et on se souvient très bien quand M. Bin Laden fait le marché, acheter des armes aux États-Unis en personne. Et je pense que les islamistes étaient utilisés comme un outil contre les soviétiques. Et après la guerre contre les soviets et la chute du RSS, et je pense que l'Occident a cherché à avoir un ennemi, et créer un ennemi, que ce soit un fantôme. Ils ont Oui. trouvé dans ces islamistes, ils ont trouvé comme un outil pour imposer leur force
pour imposer leur contrôle sur l'économie mondiale. À mon avis, il y a beaucoup d'ambiguïté, surtout sur les détails. Il y a la logique, même les cerveaux humains ne peuvent pas comprendre comment un avion, quand il heurte une grande bâtiment, il disparaît complètement. On voit qu'il disparaît complètement. Il y a des détails et qu'on ne peut pas même comprendre comment c'est passé. Et on se souvient très bien dans l'histoire comment les Américains ils ont brûlé un navire à côté de la plage de Cuba, et pour prendre un prétexte pour occuper Cuba, ils ont déclaré la guerre contre l'Espagne, parce que l'Espagne à l'époque, c'est elle qui contrôlait au 19e siècle Cuba. À mon avis, c'est les attentats de 11 septembre, c'était un prétexte juste pour aller. Ils ont fait la guerre contre l'Afghanistan sous un prétexte qu'Al-Qaïda, qui était soutenu même par les Américains, et le Moudjahidine soutenu par les Américains, peut-être on arrive à comprendre qu'ils étaient en conflit direct et ils voulaient se venger. Mais on ne comprend pas pourquoi ils sont allés occuper l'Irak, pourquoi ils ont allé détruire l'Irak, pourquoi ils ont volé toute la richesse de l'Irak, l'or, le pétrole. Le seul pétrole, on ne sait pas la quantité de pétrole volé chaque jour dans les réserves d'Irak vers les États-Unis et vers l'Occident. Et il y a beaucoup de questions qui se posent sur ces attentats et sur l'objectif de ces attentats. Alors, justement, je me dirige vers Pascal Le Potremat. On peut considérer que les attentats du 11 septembre, où la lutte on va dire, la lutte antiterrorisme a constitué un prétexte pour envahir l'Afghanistan, envahir l'Irak. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être l'élément stratégiquement rêvé pour faire une campagne de communication. On se souvient tous des déclarations qui avaient été faites communément par George Walker Bush et le Premier ministre, Tony Blair, faisant un amalgame absolument affligeant entre les talibans, Al-Qaïda et le régime de Saddam Hussein en Irak, pour légitimer une action qui, effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure à l'instant par votre invité, une intervention qui n'a jamais été validée, en tout cas pour l'Irak, par l'ONU. Donc, immanquablement, il s'agissait de reprendre la main à la fois dans une zone géographiquement, l'Afghanistan, on est au port de l'Asie centrale, donc c'est un territoire qui est hautement stratégique depuis des siècles. Enfin, il faudrait avoir le temps de vous expliquer, mais et puis quant à l'Irak, c'est un puits de pétrole, ce sont des gisements de pétrole. Mais il ne faut pas oublier non plus que au Patagone, vous aviez des gens comme Paul Wolfowitz qui depuis des années travaillaient sur des projets et des plans d'intervention en Irak. Alors il y a eu la guerre dite du Golfe de 90-91, et puis ensuite, depuis à partir de mars 2003, on le sait, il y a eu l'intervention massive. L'idée de gens comme Paul Wolfowitz, c'était de briser des pays qui étaient potentiellement des menaces pour Israël. Historiquement, on le sait, ça faisait partie de la dynamique. Et puis voilà, l'histoire après c'est écrite et déroulée, je ne vais pas relater ça ici. Oui, mais est-ce qu'on peut parler, Pascal Le Potremat, d'un échec lorsqu'on sait que 20 ans après, il y a eu des vérités qui ont éclaté sur justement l'invasion de l'Irak, Monsieur Le Potremat, sur les armes de destruction massive, on apprend qu'il s'agit d'une énorme farce. Voilà, c'est-à-dire, quand je vous dis c'est un élément stratégique, c'est l'occasion rêvée, sur des motifs, ou des vecteurs qui ont été avancés, qui étaient historiquement, maintenant, ont été totalement considérés comme fallacieux, et on le sait, il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive. Donc, bien entendu, ça c'est aussi une évidence. Très bien. Monsieur Amjad, sur ce point également. Et voilà, on trouve qu'il fabrique des prétextes juste pour des intérêts économiques, ou pour des intérêts politiques, ou pour des intérêts stratégiques, pour imposer leur force et pour garder le monopole du monde. Il rappelle tout le monde, on est la première force mondiale, sous prétexte qu'il y avait des attentats, qu'il y avait 3000 morts,
Les dégâts qu'ils ont fait en Irak, et plus de 2 millions de morts, surtout plus de 1 million d'enfants sont morts. On voit l'embargo, on voit la destruction jusqu'à aujourd'hui. Et s'il a raison d'aller arrêter les terrorismes, et il faut mieux arrêter le terrorisme d'État, par exemple, aller libérer le peuple qui subit une incubation qui dure de plus de 74 ans. Oui, Donc, justement, en parlant d'occupation, j'aimerais savoir si ces événements du 11 septembre ont eu un impact sur ce qui se passe au Proche-Orient. Voilà, ils ont promis, après la guerre d'Afghanistan et après la guerre d'Irak, ils ont promis de régler la question palestinienne. Et selon le droit international, il y a une occupation d'Israël dans les territoires palestiniens. Et ils ont même signé des accords entre guillemets, des principes, l'accord d'Oslo. Et on voit très bien qu'Israël continue de coloniser les territoires palestiniens sous prétexte que c'est un droit historique où il y a du terrorisme des Palestiniens. En réalité, on voit tout ça, c'est des prétextes, et que tout le projet il est complètement avorté, que les États-Unis, qui a promis, même à l'époque de George Bush, 2002, il a promis de créer un État palestinien en 2002. 20 ans après, ils ont fini avec l'Afghanistan, avec l'Irak, et on voit la question palestinienne est toujours n'est pas réglée, et que le peuple palestinien subit toute forme de terrorisme d'État par rapport à Israël. Le massacre qui subit les Palestiniens à travers de 74 ans. Et on voit aucune force qui entre pour arrêter le terrorisme d'État. Selon le slogan, les grands slogans, la lutte contre le terrorisme. Il y a un problème de conception de terrorisme. Il faut définir exactement c'est quoi le terrorisme pour que le monde entier comprenne et pour que le monde entier est modernisé, civilisé, lutte contre ce terrorisme. Mais on voit que le terrorisme, la conception de terrorisme concerne certains aspects selon les intérêts de certains États. Tuer les enfants palestiniens, détruire leurs maisons, coloniser leur territoire, et contrôler un peuple entier, et voler sa richesse et le mettre sous embargo. Ça, c'est pas de terrorisme d'État. C'est quoi le terrorisme que les États-Unis et le monde occidental cherchent à lutter contre? Elle est où la liberté des individus, le droit de l'homme, la charte des Nations Unies, la charte de Genève, le droit de l'homme? Et on voit, il y a deux mesures de poids, et on voit beaucoup de mensonges, juste une masque pour réaliser certains projets, ou certains contrôles, ou certains intérêts économiques, ou politiques, ou stratégiques, ou militaires. Oui. Alors, vous avez parlé donc des souffrances qu'a suscité cette attaque du 11 septembre pour certains peuples du monde. J'aimerais justement revenir sur un autre impact avec vous, Pascal Le Potremas, s'agissant des questions liées à l'islam. Après le 11 septembre, on l'a ressenti, jamais les musulmans n'ont été, à travers le monde, n'ont été aussi pointés du doigt. Une véritable campagne contre l'islam a été lancée à travers le durcissement des lois contre les musulmans en Occident, et les effets sont ressentis jusqu'à nos jours. Pascal Le Potremas, qu'il y a eu, si vous voulez, volontairement une volonté ou volontairement une distillation d'amalgame entre terrorisme et islam, à votre avis? Non, voilà, bon, ça fait une vingtaine d'années, évidemment, même 25 ans que je travaille sur cette question-là. Oui. Je peux vous rassurer, il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame entre terrorisme et islam. Sauf que, en fait, on est dans une société musulmane qui est une société plurielle, c'est un islam pluriel. Donc vous avez des hommes et des femmes qui peuvent vivre leur religion sereinement, dans des pays dans lesquels ils sont nés ou sont arrivés, mais on le sait très bien, leur logique, la communauté musulmane, la Oumma, est aussi, si vous voulez, perturbée tragiquement
Mais il y par a eu... des radicalismes. Oui, Et ce sont ces radicalismes qui posent problème. oui, Et c'est pas parce que vous avez des pays occidentaux, et pas seulement occidentaux, regardez l'Égypte aussi, voilà, qui sont arc-boutés sur les mouvements radicaux, proches des frères musulmans par exemple, oui. qu'on est contre les musulmans. Mais Mais il faut reconnaître qu'il y faut a eu faire une très attention. stigmatisation des musulmans après les attentats du 11 septembre, Alors, Pascal ah, Lepotremin. alors, chronologiquement, si vous dites cela, c'est tout à fait juste dans le Oui. sens où ça s'est fait sur les premiers mois, voire Aux sur États-Unis un an et demi. et en Absolument, Europe. Oui, absolument, parce que il y a eu une crainte, et vous savez que c'est le problème de notre monde. Notre humanité est vraiment, vraiment, je dirais, euh, fragilisée par cette culture de la peur. On a toujours peur de l'autre, peur de ceci, peur de cela. oui, On fait des amalgames. Alors oui, je vous rejoins, effectivement, dans les premiers temps qui ont suivi les attentats, il y a eu des amalgames fâcheux, et c'est vrai que même aux États-Unis, je me souviens qu'il y avait des mises au clair, il y a eu des déclarations officielles pour dire attention, les musulmans ne sont pas nos ennemis, puisque même dans les armées et dans la police américaine, il y avait, et il y a toujours des musulmans, et on sait qu'en Europe, de façon aussi sporadique, c'est arrivé. Vous avez totalement raison, je vous rejoins. Mais, encore une fois, aujourd'hui, si vous transposez 20 ans plus tard, il faut bien faire la part des choses. Les musulmans, il y en a qui vivent pleinement intégrés, sereins, qui vivent leur religion de façon oui, voilà, intériorisée, et le problème, c'est qu'on a des mouvements radicaux, des courants qui viennent oui, perturber en fait cette oui. logique qui devrait être portée sur le vivre ensemble, sereinement, posément. On est au 21, on est au 21e siècle, donc Oui, il serait grand temps qu'on rentre dans une nouvelle ère et que les gens vivent en conscience, oui, qu'ils le vivre soient ensemble juifs, n'est plus... musulmans, Enfin, chrétiens. enfin, le vivre ensemble on va dire, est revenu un petit peu, cette notion du vivre ensemble, on s'est un petit peu éloigné, on va dire, comme des pays comme la France, si on devait citer le cas de la France, Monsieur Pascal Lepotremin. Je pense que ce débat Et, a été lancé depuis hein, les derniers... et c'est le problème de bien des pays où en fait la question qui se pose c'est qu'est-ce qui réunit quelles sont les valeurs, quels sont les concepts qui permettent de réunir une communauté nationale qui témoigne d'une diversité religieuse, Monsieur, de diversité. très bien. On va C'est prendre vrai, c'est la justement vraie difficulté. le point de vue de Monsieur Amjad Chihab. Vous voulez peut-être rebondir sur ce sujet? L'islamophonie a augmenté et les mesures contre les Arabes et les musulmans, les attentats dans ce temps, sont utilisées comme un instrument pour justifier certaines législations ou certaines attaques ou certaines stratégies. Voilà. Et on peut pas considérer l'islam comme une religion et on ne touche pas à la religion juive et qui a beaucoup de comportements qui est en commun avec la religion islamique, surtout les habits, et le foulard, surtout les groupes intégristes aussi. Ils ont pas mal de groupes intégristes. Ils ont aussi des concepts qui sont radicaux. Et la contradiction, pourquoi on prend des mesures contre la communauté musulmane et on ne prend pas de mesures contre la communauté juive? Est-ce que ça, ils sont hors la loi aussi? C'est un cas exceptionnel. Et pourquoi on comprend pas, on prend pas de mesures contre l'occupation israélienne contre les territoires palestiniens? Et pourquoi on prend pas de mesures politiques ou mesures économiques? Est-ce que Oui, ça, c'est intouchable? Et en même temps, si quelqu'un fait un attentat, donc nous, on est condamné. Personnellement, on condamne toute forme de terrorisme, que ce soit euh, personnel, que ce soit culturel, que ce soit dans le domaine de loi, que ce soit physique. Toute forme de terrorisme d'État ou quelque chose comme ça, tout le monde est contre. Pourquoi n'est pas tout le monde sur la même le poids? Pourquoi il n'y a pas d'égalité? Pourquoi il y a un certain groupe qu'on attaque, qu'on essaye de prendre un autre avis ou de préjuger
Si on découvre demain que les attentats de 11 septembre, c'était fait par l'implication des services de sécurité américains, quelle est la réponse après? Est-ce qu'ils vont aller s'excuser ou ils vont aller réparer les dommages qu'ils ont subis, les malheurs qu'ils ont subis dans certains États dans le monde, surtout les arrestations, tous les gens qui sont morts. En parlant des arrestations, justement, il y a ce camp de Guantanamo et les scandales qu'on a vus sur cette prison de Guantanamo. On peut parler du summum de l'injustice américaine, Pascal Le Potremat. Alors, on vous entend toujours pas. Monsieur Le Potremat, allez-y, on vous entend. Allô? Oui, allez-y. Donc, c'est vrai que sur le plan humain, sur le plan éthique, sur le plan du droit international, c'est une entorse monumentale, c'est un scandale absolument effrayant, glaçant, puisqu'en fait, on a enfermé, emprisonné des êtres qu'on a brisés psychiquement, psychologiquement, en violation totale du droit international. Ça, absolument, personne ne peut s'en satisfaire. C'est quelque chose de tragique, vraiment tragique. Mais encore une fois, c'est vrai que dans la dynamique sécuritaire de pays comme les États-Unis, mais vous savez, on peut aussi prendre des exemples aussi avec la Chine, dans une certaine mesure aussi la Russie, les systèmes sécuritaires sont vraiment d'une froideur glaçante quand il s'agit de briser des gens suspectés ou considérés comme véritablement dangereux pour le pays en question. Donc c'est vrai que c'est toujours délicat, hein, même encore aujourd'hui, on le sait, de faire valoir le droit international. Et on en a parlé très largement, et l'autre invité en faisait état longuement. Effectivement, la question israélo-palestinienne fait partie d'un vrai souci de droit international. Oui, il devrait y avoir deux États concomitants qui devraient être en mesure de vivre ensemble. On n'y parvient toujours pas aujourd'hui. Et oui, effectivement, chez eux aussi, en Israël, vous avez un corpus orthodoxe qui est assez ferme et véhément, au même titre qu'on a au sein de l'islam des radicaux intégristes qui sont fermes et véhéments et qui posent souci, bien entendu. Mais c'est vraiment ce pourquoi il faudrait tendre vers des nouvelles approches du dialogue, de la construction en conscience. Nous sommes au XXIe siècle, il faudrait vivre avec un peu plus d'humilité, mais ça demande beaucoup de travail aussi, encore une fois, de travail personnel. Alors, on revient sur la politique étrangère des États-Unis, si vous le permettez, Pascal Le Potremat, avec, on va dire, 20 ans après, 21 ans après, dans un contexte de crise, de conflit ukrainien. Quelle analyse peut-on faire de cette politique étrangère américaine actuellement? A-t-elle réellement changé? Absolument pas. Au Pentagone comme à Washington, je suis convaincu qu'ils se réjouissent d'avoir trouvé l'occasion de remettre un pied en Europe et d'ainsi venir court-circuiter la construction d'une Union européenne strictement indépendante. Ils livrent des armes à l'Ukraine, en profitent pour signer des contrats de vente d'armes à des pays comme l'Allemagne et ne souhaitent pas du tout l'émergence d'une Europe strictement indépendante et surtout pas avec une politique de sécurité et de défense commune qui soit en marge de la leur. On sait combien, via justement l'OTAN, les Américains sont ravis de voir combien cette structure a en fait retrouvé une deuxième jeunesse, pardonnez-moi cette expression, parce qu'elle est malvenue, on parle d'un conflit au cœur de l'Europe russo-ukrainien, mais pour eux, c'est un tout bénéfice. Un, démultiplient les ventes d'armes. Deux, ils nous vendent en Europe du gaz de schiste, qui était invendable parce qu'en prix de revient trop cher chez eux, ils sont ravis de nous l'écouler. Et trois, au niveau de l'administration, au niveau de la diplomatie, encore une fois, je vous dis, ils ont l'occasion de retisser des liens très forts pour court-circuiter notre dynamique strictement européenne indépendante. Merci Pascal Le Potremat pour votre intervention. Dernier mot à Monsieur Amjad Chihab, vous êtes avec nous? Oui. En guise de mot de fin, justement, sur la politique étrangère américaine dans le contexte actuel. Malheureusement, on découvre qu'il y a deux poids, deux mesures. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre invité aussi l'a dit, et qu'il y a une injustice par rapport à la façon qu'elle est traite avec l'intervention
russe en Ukraine, en oubliant qu'il y a une incubation qui dure depuis des siècles, des décennies, pardon, au Proche-Orient. Oui. On oublie qu'il y a l'égalité des êtres humains, qu'il faut qu'elles soient égales par toutes les nations et toutes les nationalités, toutes les religions. On ne peut pas se concentrer juste par certains débassements, par certains intégristes, que ce soit de côté, un seul côté, les musulmans. Il y a des intégristes juifs, il y a des intégristes chrétiens qui demandent, qui appellent à la mort des musulmans, mort aux Arabes, mort, etc. Alors, si on cherche un monde égal, si on cherche la justice, il faut que ça soit pareil pour tous les êtres humains. Que ce Merci Amjad Chihab. J'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre une nouvelle fois. Merci pour votre intervention. Merci Pascal Lepotremat pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.